Au Moyen-Âge, ce n'était pas le corps de la victime que l'on examinait, mais celui de l'accusé. Pour savoir s'il disait vrai, l'accusé était soumis à l'ordalie. On plongeait sa main dans l'eau bouillante, puis on la plaçait dans un étui de cuir. Si au bout de 3 jours, la brûlure avait mauvais aspect, cela signifiait que l'accusé, impur, avait menti. Ah! Il est coupable, c'est sûr! Regardez, il y a même du pu. Il doit nous cacher autre chose. À l'époque des rois francs, l'accusé devait prouver son innocence en jurant devant Dieu. Mais en cas d'accusation grave, il devait trouver d'autres personnes prêtes à jurer avec lui, des co-jureurs. Dame Frénégonde, soupçonnée d'adultère par son mari le roi Chilpéric, prêta serment accompagnée de 300 co-jureurs et de 3 évêques. Reine Frédégonde, jurez-vous devant Dieu ne point avoir commis d'adultère? Je jure! Alors, c'est qui avait raison? L'accusé pouvait également faire appel à un témoin, à la condition que ce témoin soit irréprochable. C'est-à-dire ni une femme de mauvaise vie, ni, évidemment, un étranger. Au XIIIe siècle, apparaît la question, moyen de preuve consistant à torturer l'accusé en pleine salle d'audience pour obtenir un aveu. On affectionnait particulièrement la question de l'eau, une ingestion forcée de grandes quantités d'eau qui ne laissait aucune mutilation sur l'accusé. Faites attention au parquet quand même, hein? En 1789, les révolutionnaires déclarent que tout homme est présumé innocent et qu'en l'absence de preuves, le doute profite à l'accusé. Mais demeure encore aujourd'hui la règle de l'intime conviction, qui permet au juge de condamner non sur la base d'une preuve, mais d'un ressenti. Ce qui nous montre scientifiquement que l'accusé ne pouvait être sur les lieux au moment du crime. Oui, mais non. Moi, je pense quand même qu'il est coupable. Allez, 15 ans. 15 ans. Oh, ça passe vite.